Le 21 juillet 1978, Elias Gray, un garde forestier de 45 ans, découvre des traces inhabituelles près de l'extrémité est de la vallée des Dixmill Smokies. Ces traces n'appartiennent ni à des ours ni à aucun autre animal connu dans le parc. Elles mènent à une petite crevasse dans la roche d'où provient un léger bruit. Près de l'entrée se trouve un fragment de métal avec une inscription partiellement lisible. Elias ramasse la trouvaille et la range dans la poche de son uniforme. Jusqu'en 1976, Elias avait travaillé comme détective privé à Seattle, spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Sa carrière a été interrompue par une tragédie. En décembre 1975, sa femme Laura a été retrouvée morte dans les bois près de la ville. Selon la version officielle, il s'agirait d'un accident, d'une attaque d'un animal sauvage. Mais Elias soupçonne un lien avec sa dernière enquête, au cours de laquelle il avait déniché des informations sur des fonctionnaires corrompus. Il n'y avait aucune preuve et 6 mois de recherche infructueuse de la vérité l'avaient assez brisé. En juillet 1976, il a accepté un poste de ranger à Katmai, l'un des parcs nationaux les plus reculés des États-Unis, un endroit où les volcans côtoient la plus grande population d'ours bruns et où la vallée des 10 000 fumées, formée par une éruption de 1912, ressemble à une autre planète. L'émetteur radio de la ceinture d'Elias s'anime soudain. Gray répond à la base. « Nous avons une urgence. 2 touristes allemands ont disparu de votre secteur. Ils ont été vus pour la dernière fois hier à l'entrée de la vallée. Contactez la base immédiatement. » Terminé. Elias regarda la puce métallique dans sa main puis l'entrée sombre de la crevasse. Il ne devrait pas y avoir de machine dans son secteur. Il avait enfin trouvé la paix pendant ces 2 années dans le parc, mais il sentait maintenant un frisson familier le long de sa colonne vertébrale, le même qui, à Seattle, signalait toujours le début d'une enquête dangereuse. Le 22 juillet 1968, une tente de camping vide se dresse sur un terrain plat dans la partie sud de la vallée des 10 000 fumées. Elias Gray examine méthodiquement la scène, notant chaque détail. Le couple allemand, Anna Weber et Lucas Hoffman, a disparu entre le 20 juillet au soir et le 21 juillet au matin. Leur dernier appel à la base du parc date de 19h40 le 20 juillet. L'intérieur de la tente était en désordre. Sacs de couchage défaits, effets personnels éparpillés. Un appareil photo coûteux, dont l'objectif est cassé, est posé près de l'entrée. Elias l'a vérifié, il n'y avait pas de carte mémoire. Il y a des gouttes de sang sur le sol en bâche. À 50 mètres de la tente, le garde forestier a trouvé des traces de pneus de voiture, des empreintes claires dans la cendre volcanique molle. Les véhicules sont interdits dans cette partie du parc, à l'exception des services d'urgence qui n'ont pas circulé ici depuis 2 mois. Elias a pris des photos et des mesures de la bande de roulement. Le motif de la bande de roulement était inhabituel et ne correspondait pas à la norme pour les véhicules des services du parc. Les traces se dirigeaient vers le nord-est, vers la partie la moins visitée de la vallée où l'activité des fumerolles, des affleurements de gaz volcanique rendait difficile les déplacements et l'étude de la zone. À 14h30, le ranger se retrouve dans le village de King Salmon, à 40 km de la limite du parc. Il y rencontre Tanas, un chasseur athabascan de 72 ans. Le vieil homme est connu des rangers pour sa connaissance intime du terrain. Tanas a écouté Elias et, après un moment de silence, lui a dit qu'à 2 reprises au cours des dernières semaines, il avait observé un comportement animal étrange dans la région des fumerolles du Nord. Les ours évitaient les rivières riches en saumon près de la vallée et les oiseaux évitaient certaines parties des basses d'Arroster sans qu'il y ait de raison apparente à cela. Il y a 3 ans, en 1975, un chasseur d'enchaurage a disparu dans la même région, ajoute M. Tanas. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Mais nous n'avons pas trouvé de corps. Les ours ne font pas ça. Ils laissent des traces de leur repas. Elias note les informations dans son carnet. Les détails de la disparition du chasseur se trouvent peut-être dans les archives du parc. Il est étrange qu'il n'ait pas entendu parler de cet incident auparavant. De retour à la base à 17h45, Elias demande des informations sur les véhicules qui ont pénétré dans le parc au cours des 15 derniers jours. Seuls les bus de tourisme classiques et quelques véhicules privés munis de cartes de camping dans des zones autorisées, loin de l'endroit où le couple a disparu, sont répertoriés. À 19h20, le garde vérifie dans les registres la disparition du chasseur mentionné par Tanas. Une brève description demeure dans le dossier. James Harris, âgé de 41 ans, se serait noyé en traversant la rivière Ukak le 15 août 1975. Aucun corps n'a été retrouvé. La rivière Ukak coule à 2 km de l'endroit où les randonneurs ont disparu. Elias étale le fragment de métal qu'il a trouvé sur la table et l'examine à la loupe. Le fragment semblait faire partie d'un appareil industriel, peut-être une pompe ou un générateur. L'inscription partiellement conservée pourrait faire partie d'un nom de société ou d'un modèle d'équipement. À 20h15, le téléphone sonne. C'est la police d'Anchorage. Les affaires des randonneurs disparus contenaient les contacts de parents en Allemagne qui avaient déjà été informés de l'incident. La famille insiste pour poursuivre les recherches et promet de prendre l'avion dans 3 jours. À 22h30, Elias retourne à sa cabane. À la lumière de la lampe de bureau, il examine attentivement la carte de la vallée. Si les traces de
pneus vont vers le nord-est, elles mènent probablement à d'anciennes stations géologiques abandonnées dans les années 1960. La zone étant considérée comme dangereuse en raison de l'instabilité du sol et de l'émission de gaz toxiques, les patrouilles régulières ne s'y aventurent pas. Le matin du 23 juillet, Elias a préparé l'équipement pour l'étude des fumerolles du Nord. Masque à gaz, combinaison spéciale, appareil de mesure pour déterminer la composition de l'air. Dans son sac à dos, il a mis une réserve de nourriture, d'eau, de fusées éclairantes et de médicaments pour 2 jours. Il informe la direction du parc de l'itinéraire prévu. À 8h15, il est parti en véhicule tout-terrain de service jusqu'à la limite de la zone interdite, puis a continué à pied en suivant les traces de pneus. À midi, les traces l'ont conduit à un petit canyon où les gaz volcaniques s'accumulent normalement. À cet endroit, les empreintes se sont brusquement arrêtées, comme si la voiture s'était volatilisée. En examinant les parois rocheuses du canyon, Elias remarqua des égratignures fraîches dans la roche, comme si quelque chose de lourd avait frappé la pierre. En grimpant plus haut, il trouva un passage caché, une crevasse assez étroite pour permettre le passage d'un petit véhicule. L'entrée était camouflée par de la mousse et des rochers artificiellement fixés. À l'intérieur du passage, le garde forestier a trouvé un bout de papier portant le logo de Raven Creek Prospecting et la date du 12/07 1978. Il y a 10 jours. Le nom de la société ne lui dit rien. En avançant dans l'étroit couloir, Elias entendit un bruit mécanique lointain. Le son, complètement déplacé dans la nature sauvage de la réserve, se répercute sur les murs. Un moteur, un générateur, un appareil de forage, quoi qu'il en soit, il fonctionnait en ce moment même, caché au plus profond de la vallée des 10 000 fumées. Il éteint sa torche et se dirige vers le son, en marchant avec une extrême prudence. Le tunnel s'élargit progressivement, se transformant en une galerie, manifestement creusée par l'homme. Les parois présentaient des signes d'un travail récent de la roche. Une faible lumière scintille à l'avant. Soudain, le bruit s'arrête. Le silence s'installa, rompu seulement par le goutte-à-goutte de l'eau quelque part dans les profondeurs du tunnel. Puis Elias entendit des voix humaines qui se rapprochèrent de lui. Elias se figea. 2 hommes discutaient d'une cargaison de matériel et d'un certain Lester. En heurtant accidentellement un rocher, le ranger trahit sa présence. « Qui est cela ?» Une voix dure se fit entendre, accompagnée du bruit d'une gâchette que l'on arme. Le ranger commence à reculer vers la sortie mais se blesse à la cheville dans l'obscurité. Un coup de feu retentit derrière lui. La balle frappa le rocher à côté de sa tête. Elias lança une fusée éclairante dans le tunnel, aveuglant temporairement son poursuivant et se dirigea vers la sortie malgré sa blessure. « Nous avons un problème. Il y avait un étranger dans le tunnel. On dirait un garde forestier, dit-on dans l'entrée. Avec une radio cassée, une jambe endommagée et entourée de gaz toxiques, Elias se rendit compte qu'il ne pourrait pas aller bien loin. Étourdi par la douleur et les vapeurs toxiques, il perd connaissance. Le 24 juillet, un hélicoptère de sauvetage a trouvé Elias inconscient à 2 km du site présumé de Ladi. Son carnet de notes, son appareil photo et un fragment de métal avaient disparu. Il semble qu'il les ait perdus en chemin. L'équipe de recherche n'a pas trouvé Ladi qu'il avait décrit, les traces ayant été détruites par les pluies diluviennes de la nuit. Sans preuve, la direction du parc a classé l'incident comme un accident. Elias a passé 2 mois dans un hôpital d'Anchorage. À son retour à Katmai, il ne peut plus effectuer de tâches administratives en raison de sa blessure. En décembre 1978, les recherches des randonneurs sont officiellement terminées. L'histoire de la mine souterraine ne subsistait que dans les souvenirs d'Elias, que personne ne croyait. Mais le garde forestier n'est pas prêt à abandonner. Même enchaîné à sa chaise de bureau, il commence à recueillir des informations, lentement, méthodiquement, comme il l'avait fait autrefois à Seattle. Quelqu'un doit répondre de la disparition de 2 touristes innocents et de ce qui se passe dans les profondeurs de la vallée des 10 000 fumées. 25 avril 1980. Elias Gray feuillette le journal du matin au café. La télévision parle de l'éruption du mont St. Helens, une nouvelle qui suscite l'intérêt professionnel du garde forestier. Beaucoup de choses ont changé au cours des 2 années qui se sont écoulées depuis l'incident de la vallée des 10 000 fumées. L'infraction s'est produite en mars. Sur la photo de la cérémonie de délivrance des nouveaux permis d'exploitation minière, Elias remarque un homme avec un corbeau tatoué sur le cou. Parmi les représentants d'Horizon Mining Logistics, cette société était en train d'étendre ses activités dans l'ouest de l'Alaska. Se faisant passer pour un investisseur potentiel, Elias se rend au bureau d'Horizon. Il suit ensuite l'homme tatoué jusqu'à un complexe d'entrepôt. Là, le garde forestier a remarqué des caisses de matériel sur lesquelles était inscrit Raven Creek sous l'autocollant d'Horizon. Le 27 avril, Elias a rencontré le journaliste Paul Reed du Anchorage Daily News. « Ça a l'air intéressant, mais où sont les preuves ?» demande Paul. Le lien entre les randonneurs disparus et cette entreprise semble ténu. Elias montre les photos prises à l'extérieur de l'entrepôt et un diagramme des liens possibles. Horizon Mining a été fondé en 1979, un an après l'incident de Katmai, explique le garde forestier. Mais son fondateur, Marvin Lester,
avait déjà travaillé dans le secteur des petites mines d'or. Raven Creek était son exploitation souterraine, qu'il a légalisée sous un nouveau nom. Je suppose que c'est le cas. Mais même si la société exploitait illégalement des mines dans la réserve, quel était le lien avec la disparition des touristes ? Demande Paul. Ils auraient pu filmer quelque chose. N'oubliez pas que la carte mémoire de la caméra a disparu, répond Elias. Début mai, Paul a recueilli des informations sur Horizon. La société avait fait un bond impressionnant pour devenir un acteur influent de l'industrie minière en Alaska. L'origine incertaine du capital de départ de Lester était suspecte. Le 15 mai, ils se rendent au bureau d'Horizon à King Salmon, à seulement 50 km de Katmai. Le bureau était fermé, mais un vendeur local a déclaré que les employés partaient périodiquement en expédition vers le parc. Ils disent qu'ils font de l'exploration géologique avec l'autorisation de l'administration, ajoute-t-il. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils arrivent toujours dans un sens et repartent dans un autre. Le 20 mai, une lettre anonyme est parvenue au rédacteur en chef, accompagnée d'une photo de Lester serrant la main d'un haut fonctionnaire. La légende se lit comme suit. Réunion après l'obtention de la licence d'exploitation du site 37, août 1978. Réunion après l'obtention de la licence de développement du site 37, août 1978. Paul téléphone à Elias, site 37. Cela pourrait-il être lié à cette entrée 37 dont vous avez entendu parler dans le tunnel ? Le permis a été obtenu en août 1978, juste un mois après la disparition des touristes, remarque Elias. Une coïncidence trop commode. Le lendemain, Paul publie un article sur d'éventuelles irrégularités dans la délivrance des permis aux sociétés minières. La réaction est fulgurante. Le comité de rédaction est inondé de menaces de poursuites judiciaires. Le 25 mai, Elias a remarqué une surveillance. Un 4x4 noir, ressemblant à la voiture de l'homme au tatouage, l'a suivi et a tenté de le faire sortir de la route. Le lendemain, Paul a été suspendu de l'enquête et le matériel recueilli a été confisqué par la direction de la rédaction. Ils ont peur de perdre des annonceurs, a expliqué le journaliste. Je suis désolé, mais je dois cesser de coopérer le 2 juin. Elias a reçu une lettre de l'administration de Katmai lui demandant de reprendre le travail et de s'abstenir d'actions qui nuisent à la réputation du service des parcs. Le soir même, son appartement est cambriolé. Tous les documents d'enquête ont disparu. La police enregistre l'affaire comme un cambriolage domestique. Le 10 juin, le garde forestier a repris son travail administratif dans le parc. À l'extérieur, il met fin à l'enquête. La direction prend acte de son retour à la vie professionnelle. Mais le soir, dans le calme de son bureau, Elias entame une nouvelle enquête, plus prudente et profondément conspiratrice. Il se rend compte qu'il a affaire à un adversaire sérieux, influent et disposant de ressources. Pas de preuves matérielles, seulement des notes cryptées dans un journal personnel. Pas de contact direct, seulement des enquêtes anonymes par l'intermédiaire de contacts de confiance. Pas de voyage suspect, seulement une analyse minutieuse des données disponibles. Le ranger se préparait à un jeu de longue haleine. Cela pourrait prendre des années, mais il avait l'intention de résoudre le mystère de la disparition d'Anna et de Lucas et de mettre un terme aux opérations illégales dans le parc qu'il avait juré de protéger. La pluie tambourine sur la fenêtre du bureau d'Elias Gray à Katmai Park. Sur le bureau, une coupure de presse récente, Horizon Mining Logistics annonce un important contrat avec le gouvernement fédéral et un dossier miteux étiqueté « Affaire 37 ». En 4 ans d'enquête sous couverture, Elias a constitué des archives détaillées cachées dans une cache sous le plancher de sa cabane. Mais il n'y a toujours pas de preuve directe d'un lien entre Horizon et la disparition des touristes il y a 6 ans. Un appel téléphonique interrompt ses réflexions. Elias, c'est Jim du département des terres. Horizon a demandé une extension de licence. Ils veulent inclure le secteur nord où vous avez trouvé la tente de camping en 1978. Pourquoi maintenant, 6 ans plus tard? Le 19 juin, Elias a trouvé la réponse dans les archives de la ville d'Anchorage. Un rapport du Geological Survey sur un important gisement d'or dans la partie nord de la vallée. Le document est resté confidentiel jusqu'en 1983. Horizon est alors pressé d'obtenir les droits d'exploitation. Dans la soirée, le garde forestier repère la planque, une berline sombre aux vitres teintées. Dans sa chambre de motel, il attend une enveloppe contenant une photo des randonneurs disparus et l'inscription suivante au dos: Jack Cowan connaît la vérité. 21 juin, base de Hammond Creek. Jack Cowan est un ancien garde forestier qui a démissionné en 1979. La rumeur veut qu'il ait accepté un emploi dans une entreprise privée. Le 21 juin, Elias pénètre dans la base de Hammond Creek, à 70 km de la limite du parc. Caché derrière une pile de tuyaux, il aperçoit Cowan sortant du bâtiment administratif et se dirigeant vers les salles de service. Le suivant, Elias se retrouve dans un hangar vide où il découvre une trappe camouflée dans le sol. Caché derrière des caisses, il aperçoit bientôt Cowan et Marvin Lester, le fondateur d'Horizon, qui montent dans l'ascenseur. La décision finale sera prise demain, dit Lester. La police a classé l'affaire, 6 ans, aucune trace. Personne ne va plus se pencher sur l'histoire des touristes. Qu'en est-il des preuves?
demande Cowan. « Elles seront détruites demain matin. L'entrée 37 sera scellée à jamais. Personne ne saura jamais ce qui est arrivé à ces Allemands. » Après avoir attendu leur départ, Elias descendit le puits technique jusqu'au niveau souterrain. Parmi les armoires d'archives, il trouva une armoire intitulée « Chronologie du projet » contenant des documents datant de 1977. Une entrée datée du 22 juillet 1978 se lit comme suit. Incident d'intrusion. Élimination d'une menace pour la sécurité du projet. Il y avait également des photos provenant de la carte mémoire d'une caméra touristique. Anna et Lucas avaient accidentellement filmé l'entrée camouflée de ladite et l'équipement. Soudain, une alarme se déclenche. Elias, fuyant les gardes, s'est glissé dans le puits de ventilation jusqu'à la surface et a disparu dans l'obscurité et sous la pluie. 22 juin, 9h30, Elias a remis des copies des documents au bureau du procureur général, au FBI, à la Deutsche Welle et à la famille des randonneurs disparus. À 10h15, alors que la réunion cérémoniale commence dans le bureau d'Horizon, des agents du FBI entrent dans le bâtiment avec un mandat de perquisition. Lester, Cowan et 3 autres cadres ont été arrêtés pour extraction illégale de ressources et implication dans la disparition des randonneurs. Le 24 juin, une équipe d'enquêteurs a découvert l'entrée 37 dans la vallée. Une entrée déguisée vers des tunnels souterrains. Les effets personnels d'Anna et de Lucas ont été retrouvés dans les profondeurs du complexe. Aucun corps n'a été retrouvé, mais des taches de sang dans l'adite appartenaient aux touristes. L'enquête a révélé que Raven Creek, alors Horizon Mining, exploitait illégalement de l'or depuis 6 ans par des galeries souterraines reliées à des cavités volcaniques naturelles. Des touristes ont accidentellement découvert l'entrée et ont été tués pour dissimuler l'opération. Jack Cowan, qui a décidé de coopérer à l'enquête, a admis qu'il était au courant du meurtre et qu'il avait aidé à dissimuler la piste pendant toutes ces années. Le 5 juillet 1984, Elias se tient devant la plaque érigée en l'honneur d'Anna et Lucas sur le point de vue de la vallée. Justice a été rendue, mais le prix à payer a été élevé. 15 octobre 1986. La première neige recouvre la vallée des 10 000 fumées d'un manteau blanc, dissimulant les cicatrices laissées par l'homme et la nature. Elias Gray gravit lentement la pente menant au pont d'observation en s'appuyant sur sa canne, conséquence d'une ancienne blessure et des événements survenus il y a 2 ans. Beaucoup de choses ont changé au cours des 2 années qui se sont écoulées depuis la révélation de l'affaire Horizon Mining. L'enquête fédérale a abouti à un procès très médiatisé. Marvin Lester a été condamné à 25 ans de prison pour avoir organisé des activités minières illégales et avoir été impliqué dans le meurtre de touristes. Jack Cowan, qui a accepté de coopérer à l'enquête, a été condamné à une peine réduite de 10 ans. La mise au jour d'un réseau de corruption a entraîné la démission de 3 autres hauts fonctionnaires. Le parc national de Katmai a reçu des fonds supplémentaires et une protection accrue contre l'empiètement des sociétés minières. Elias atteint le sommet de la pente et regarde la vallée qui s'étend à l'horizon. La nature a pratiquement dissimulé les traces de l'intervention humaine. Là où se trouvait l'entrée 37, il n'y a plus qu'une formation rocheuse naturelle. Aujourd'hui, en tant que responsable de la conservation du parc, il a la possibilité d'empêcher que des perturbations similaires ne se reproduisent à l'avenir. Le nouveau système de surveillance de l'activité volcanique a également permis de contrôler toute entrée non autorisée dans la zone. La vie continue. Elias ne ressent plus le poids du devoir non accompli. Les fantômes du passé n'avaient pas complètement disparu, mais il avait appris à vivre en paix avec eux. La neige qui tombait recouvrait les traces de pas mais n'effaçait pas le souvenir, ni des morts, ni de la justice qui avait été rendue, même tardivement. Un groupe de randonneurs apparut au loin, se dirigeant vers le pont d'observation. Elias ajusta son badge de rangée et se dirigea vers eux. Il avait accompli son devoir envers les morts. Il était maintenant temps de servir les vivants. Mes amis, l'histoire du Ranger Katmai est arrivée à son terme, mais certains mystères n'ont toujours pas été résolus. Qu'est-il réellement arrivé à la femme d'Elias? Sa mort était-elle vraiment un accident ou était-elle aussi la victime d'une organisation criminelle? Et qui était le mystérieux informateur qui a guidé Elias tout au long de l'enquête? L'homme qui a risqué sa vie pour que justice soit faite. Si l'histoire de Ranger Katmai vous a touché autant qu'elle m'a touché, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. De nombreux autres mystères provenant des coins les plus reculés des régions sauvages d'Amérique nous attendent. Faites-nous part de vos hypothèses dans les commentaires. Rendez-vous dans le prochain numéro.